Le moniteur cardiaque bipait plus vite que prévu. Une infirmière se pencha au-dessus du corps pâle du patient, les yeux passant des chiffres sur l'écran à l'incision chirurgicale qui refusait de se comporter comme tout ce qu'elle avait déjà vu. « Docteur, le tissu, c'est anormal, » murmura-t-elle. « C'est fibreux, presque tissé. » Le docteur Allen s'arrêta en plein geste, s'inclinant davantage dans la lumière stérile. Sous ses mains gantées, un réseau sombre s'étendait dans la cavité ouverte, quelque chose entre un système racinaire brûlé et un caillot noirci. L'odeur n'était pas celle de la putréfaction, c'était métallique, chimique, ancien. « Ce n'est pas une tumeur, » murmura-t-il. L'infirmière avala difficilement. On dirait que ça a poussé en lui. « Les docteurs Allens et Figuea. Rappelez-moi, il a servi au Vietnam. » « Oui, de 68 à 70. » Un silence. Puis doucement, « Agent Orange. » Les mots tombèrent lourdement dans la pièce. Les machines bourdonnaient, la pluie tambourinait contre les vitres. Et dans la poitrine de Thomas McGrady, des décennies après la fin de la guerre, quelque chose de longtemps dormant venait de commencer à éclore. Thomas se réveillait tous les matins à 5h45 sans alarme. Les vieilles habitudes tenaient plus fort que les os. Sa cabane dans le Mississippi craquait sous l'aube froide pendant qu'il préparait du café dans une boîte métallique plus vieille que sa fille. Il s'asseyait sur la balançoire du porche, dont les chaînes gémissaient sous son poids, et observait le premier rayon de soleil percer à travers les pins. Il aimait le calme, le monde avant le bruit. La cabane était celle qu'il avait construite lui-même à son retour du Vietnam. Ses murs portaient des souvenirs qu'il n'avait jamais partagés. Une photo en noir et blanc était accrochée au-dessus d'une étagère poussiéreuse. 6 jeunes marines dans la boue de la jungle, fusil sur l'épaule. Thomas se tenait à l'extrême droite, esquissant un demi-sourire, cigarette aux lèvres. À côté de la photo se trouvait un drapeau plié sous verre et une boîte en cuir fermée à clé qu'il n'avait pas ouverte depuis des décennies. Sa fille, Claire, appelait tous les dimanches. Leur conversation était courte, ritualisée. « La tension est bonne, papa ? » ?»« Parfaite. »« Tu prends tes médicaments ? » ?»« Tous les foutus jours. » Elle ne le poussait jamais à parler du passé. Après la mort de sa mère, il était devenu plus silencieux, plus petit, comme un arbre qui se replie autour de ses cicatrices. La nuit, il se réveillait souvent en sueur, parfois à cause de rêves, parfois à cause de la pression dans sa poitrine qu'il prétendait inexistante. La douleur était privée, le silence plus facile que la vérité. Ça commença par une démangeaison. Anodine au début, juste un point au-dessus de l'omoplate gauche. Au 3e jour, elle picotait profondément sous la peau, inaccessible. Quand il finit par utiliser un miroir à main pour regarder la zone, il trouva une petite marque semblable à un bleu, sombre et étrangement dessinée. Il l'ignora. Il ignora aussi la seconde boule, et la 3e. Au fil des semaines, les masses se multiplièrent, lisses, dures, immobiles. Des galets de rivière sous sa peau. L'une atteignit la taille d'une balle de golf. Une autre pulsait faiblement sous une chair jaunie. Il essaya de la crème antibiotique, des bains de sel, de l'huile de menthe poivrée, même du bourbon. Rien ne changea. Un matin, en fendant du bois, il sentit un vertige brûlant envahir son crâne. Plus tard, un étrange anneau violet apparut autour d'une des bosses. Puis vinrent les rêves. Éclats de lumière dans la jungle, brume orange, cris engloutis par le feuillage. Il ne dit toujours rien. Mais quand sa main se referma d'un coup sur une boîte de conserve au supermarché, les doigts se crispant comme une griffe douloureuse, il comprit que quelque chose n'allait vraiment pas. Ce soir-là, il contempla 7 excroissances distinctes dans le miroir. L'une battait comme si elle avait un cœur. Il ouvrit le tiroir, prit son vieux téléphone à clapet et appela Claire. Elle arriva le lendemain matin. « Tu as maigri, dit-elle, tentant de masquer l'inquiétude. » Il haussa les épaules. « Je mange quand j'en ai envie. »« Laisse-moi voir. » Il résista. Elle insista. Il finit par ôter sa chemise de flanelle. Claire inspira brusquement. Les bosses s'étendaient sur son dos et ses côtes comme des constellations sombres, certaines traversées de veines noires qui filaient vers sa colonne. « Papa, pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Il regarda la cour plutôt qu'elle. « Ça ne fait pas mal. » « Ce n'est pas la question. » Elle lui dit qu'elle avait déjà pris rendez-vous. « Non, dit-il, je n'y vais pas. » Ses yeux brûlaient. « Pourquoi ?» Il hésita. « Je sais ce qu'ils vont dire. J'ai vu d'autres gars, des amis, avoir ça. Des Strux venant la guerre. Le VA a mis des mois à les diagnostiquer. » À ce moment-là, il s'interrompit. La voix de Claire s'adoucit. « Alors tu vas juste attendre de mourir ?» J'ai fait la paix avec ça. Eh bien, dit-elle, la voix tremblante, moi non. Il détourna le regard. Ta mère, je ne lui ai pas dit quand ma jambe s'est engourdie il y a des années. Elle était malade. Je ne voulais pas lui voler son temps. Claire retint ses larmes. Tu ne me voles pas mon temps, papa. Tu es mon temps.
Un long silence tomba entre eux. Le vent dans les pins ressemblait à des fantômes anciens. « J'ai peur, admit-il enfin, pas de mourir, d'être transformé en quelque chose que je ne reconnais pas. » Claire posa une main sur sa poitrine. « Alors on affronte ça ensemble. Au rendez-vous, je ne quitterai pas la pièce. » Quelque chose céda en lui. Il hocha la tête. « D'accord. » Le centre médical des anciens combattants sentait le désinfectant et le café rassis. Thomas s'assit raide dans la salle d'attente pendant que Claire lui serrait la main. Quand le docteur Allen entra dans la salle d'examen, il les salua avec une chaleur professionnelle. Mais lorsque Thomas retira sa chemise, son expression changea. « Depuis combien de temps ces masses se forment-elles » demanda-t-il doucement. Thomas marmonna. « Quelques semaines. »« Plutôt 2 mois, corrigea Claire. Le docteur Allen examina chaque bosse, suivant leur contour du bout des doigts gantés. Il jeta un œil au dossier de Thomas. « Vous avez servi au Vietnam » Thomas acquiescia. « Vous étiez dans des zones où l'on utilisait des herbicides » Thomas ricana. Tout endroit où l'on mettait les pieds était aspergé. Le médecin ne sourit pas. « Nous allons faire des examens d'imagerie, IRM, scanner. Etes analyses sanguines. Le schéma ici est inhabituel. »« Le cancer » demanda Claire. « Je ne veux pas spéculer pour l'instant, dit-il. Mais une exposition environnementale est possible. » Possible. Le mot resta suspendu. 2 heures plus tard, Thomas était dans le tube de l'IRM pendant que la machine cognait autour de lui. Il fixait l'obscurité, respirant régulièrement, immobile comme un soldat. Dans la salle de contrôle, le docteur Allen observait les images apparaître par tranches sur l'écran. Des amas, profonds, superficiels. Aucun ne se comportait comme une tumeur normale. Et tissés entre eux. Des filaments. Comme si les masses étaient reliées. Comme si elles communiquaient. Le docteur Allen se pencha, un frisson le parcourant. Quoi que ce fût, cela n'avait pas commencé récemment. Cela attendait. Et Thomas. Depuis des décennies. Claire tournait en rond dans le couloir, chaque possibilité la déchirant. Quand Thomas revint enfin, épuisé mais étrangement calme, le docteur Allen suivit, scans en main. « Je vais être franc, dit-il. Ce n'est pas typique. » Thomas creusa les bras. Définissez typique, chat courant. Les masses ne forment pas une tumeur unique, c'est un réseau, et elles sont incrustées plus profondément que des lésions normales. Il marqua un temps. Avez-vous déjà été testé pour une exposition à la dioxine? Thomas cligna des yeux. Non. Entre 1965 et 1971, l'armée a pulvérisé des millions de gallons d'herbicides au Vietnam. Le médecin hésita. L'Agent Orange. Certains vétérans ont développé des masses fibreuses internes des décennies plus tard. Claire sentit son estomac se nouer. Donc ça vient de la guerre? Nous ne pouvons pas confirmer pour l'instant, dit Dr. Allen, mais les probabilités sont importantes. Nous avons besoin d'une biopsie. Dans la voiture, aucun des deux ne démarra. Claire verra les volantes. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu pensais que c'était l'agent orange? Thomas fixa la route, parce que personne ne m'a cru la première fois. Les silences tomba. Cette nuit-là, il replongea dans ses souvenirs. Province de Long An, Vietnam, 1969. La jungle dense, humide, respirante autour d'eux. Son escouade avançait dans le silence verdoyant lorsqu'un sifflement étrange remplit le ciel. Un C-123 passa au-dessus, relâchant une brume argentée qui tombait comme un souffle froid. Les feuilles changèrent de couleur en quelques minutes. La jungle faisait toute. Quelques jours plus tard, ils traversèrent un village. Des enfants jouaient, des poules s'enfuyaient. Thomas s'accroupit pour offrir un bonbon dur à un petit garçon. Le garçon sourit, timide, curieux. 3 jours plus tard, le village était mort. Les animaux raidis dans la poussière. Le garçon recroquevillé contre une hutte comme s'il dormait. Pas de blessure, juste un résidu noir autour des lèvres. Le commandement déclara la zone neutralisée. Rien ne fut consigné, rien reconnu. La guerre le suivit chez lui. Le lendemain matin, dans une salle d'opération glaciale, le docteur Allen effectua la biopsie. Ce qu'il trouva n'était pas un cancer. La masse était gris-violet, traversée de filaments noirs presque tissés dans le tissu de Thomas. Un fluide sombre en suinta, chimique, amer, anormal. Ce n'est comme rien de ce que j'ai vu, murmura-t-il. Claire attendait dehors, main serrée, observant les ombres derrière la vitre. Quand l'infirmière lui dit que l'échantillon était parti en pathologie, elle hocha seulement la tête. À minuit, Thomas peinait à respirer. Sa poitrine claquait, chaque inspiration semblant accrochée, comme si quelque chose en lui refusait l'air. Les moniteurs s'affolaient, les médecins se précipitèrent. Claire regarda, impuissante, l'homme qui autrefois la portait sur ses épaules luttait pour chaque souffle. Le scanner révéla la vérité. Les filaments noirs avaient envahi ses poumons. La croissance s'épanouissait. En soins intensifs, les machines respiraient pour lui. Claire resta toute la nuit, lisant le carnet en cuir qu'elle avait pris près de son lit. À l'intérieur, des lettres jamais envoyées, sur la culpabilité, le Vietnam, le village, sa mère, elle, des mots qu'il ne pouvait pas dire mais ne pouvait pas enterrer.
À l'aube, le docteur Allen revint avec les résultats toxicologiques. C'est de la dioxine, dit-il. Confirmé. Claire ferma les yeux. Les larmes vinrent enfin. Alors c'était vraiment l'agent orange. C'est partout dans son corps, dit le médecin. Son système immunitaire attaque son propre tissu. On peut contenir, mais pas inverser. Elle s'assit près de Thomas et murmura. Ça suffit, tu n'es pas seul. Des heures plus tard, Thomas ouvrit les yeux, faible, désorienté. Vivante. Je pensais être parti, râla-t-il. Presque, dit Claire, souriant à travers ses larmes. Mais tu es trop têtu. Quand il apprit que le diagnostic était officiel, il détourna le regard. Je voulais te le dire, dit-il. Mais je ne voulais pas que tu me vois faible. Tu n'es pas faible, dit-elle. Tu as survécu à quelque chose que personne ne reconnaissait. Il avala difficilement. J'ai écrit au gouvernement en 87. Je leur ai parlé du spray, du village. Ils ont dit que ma plainte ne pouvait pas être étayée. J'ai brûlé la lettre 2 ans après. Tu as essayé, dit Claire. Et on n'a pas fini d'essayer. Les semaines passèrent. Thomas retrouva des forces, lentement, douloureusement. Quand Claire le ramena dans sa cabane, le monde sembla plus petit, plus calme, plus doux. Elle lui donna une petite boîte en bois pour les choses qu'il n'avait jamais jetées. À l'intérieur, il plaça ses plaques militaires, une vieille photo de son unité, une lettre jamais envoyée et une douille de chamet, 45 enveloppée dans un tissu. Quand le VA approuva finalement sa demande, cette fois contraint d'écouter grâce aux résultats et au rapport médical, Thomas y ajouta cette lettre. Ils auraient dû te croire il y a des décennies, dit Claire. Il hocha la tête. Ils ne l'ont pas fait, mais toi, oui. Il recommença à écrire. Pas sur la guerre, mais sur les matins, la pluie, le rire de Claire, la forme du ciel au-dessus du porche. La vie qu'il ne s'était jamais permis de consigner. Un soir, Claire lui tendit une photo imprimée. Lui, agenouillé près du petit garçon vietnamien, tenant le bonbon. Thomas la contempla longtemps, puis la plaça doucement dans la boîte en bois. Ce n'est plus aussi lourd, dit-il. C'est parce que tu ne le portes plus tout seul, murmura Claire. La guérison arriva silencieusement. Pas dans les hôpitaux, mais dans les matins sur le porche, dans le thé partagé, dans le fait, enfin, de dire la vérité et d'être enfin cru.